Donc, vous savez que la pétition contre la loi Yadan avait atteint à peu près 700 000 signatures. Elle était en train d'exploser. Et là, ce matin, la commission des lois devait étudier est-ce qu'ils allaient accepter ou non d'avoir une discussion sur cette pétition de la loi Yadan, en gros. Et ils ont dit non. Et voilà, allez bien vous faire foutre. Les Français, les 700 000 personnes qui ont signé la pétition. Les députés de la commission des lois ont choisi ce mercredi de classer la pétition contre la loi. Classer, ça veut dire terminer. Je vous avais dit, moi je vous l'avais dit les gens, je vous avais dit, c'est bien de signer la pétition, ça permet de mettre le sujet au centre du débat, de lutter politiquement contre cette loi qui en effet est désastreuse, de faire en sorte que les gens aient la connaissance des dangers que présente cette loi et tout, donc c'est utile politiquement dans une certaine mesure, mais au final, ils peuvent juste voter la loi, en fait. Ils s'en battent les couilles. Je rappelle que depuis que Macron n'a pas respecté les résultats des législatives, la droite, plus l'extrême droite, ont une majorité à l'Assemblée nationale. Le PS prend sur plein de sujets des décisions complètement à droite, par exemple la non-censure de Lecornu à plusieurs reprises. Donc là, concrètement, et je pense que là, c'est plus une question de est-ce qu'ils vont être tous présents ou pas pour faire passer la loi Yadan qui sera discutée dans quelques jours à l'Assemblée et potentiellement votée. Un vote ont exprimé un vote pour le classement, 30 députés pour l'examen, 21 et il n'y a pas d'abstention. Donc la pétition est ainsi classée. Je vous remercie et nous nous retrouverons en séance sur la proposition de... Un vote pour le classement, 30 députés pour l'examen, 21 et il n'y a pas d'abstention. Pour le classement, 30 députés et pour l'examen, 21, c'est ça? Donc en gros, une majorité de la commission ont voté pour le classement. Le classement, ça veut juste dire niquez-vous en fait. C'est ça que ça veut dire concrètement, ok? Voilà. On va pas écouter leur justification de merde et tout. En gros, si j'ai bien compris, leur justification, c'est de dire on va déjà examiner la proposition de loi dans l'hémicycle ce jeudi, voilà, et donc il n'y a pas besoin de le faire une deuxième fois, sauf que ça m'a l'air complètement fallacieux parce que c'est pas le projet de loi qu'ils vont examiner s'ils avaient accepté la pétition, c'est l'argumentaire de la pétition elle-même. Ce qui n'est pas la même chose, en fait, mais bon. Bref, c'est marrant. Un des seuls petits mécanismes d'intervention du peuple dans le processus démocratique de la Ve République, c'est-à-dire ce truc de pétition sur le site de l'Assemblée qui peut ensuite, potentiellement, si elle passe diverses étapes, comme par exemple cette commission, elle peut potentiellement être discutée dans l'Assemblée. Et là, peut-être les députés peuvent faire un truc à un moment avec une once de démocratie directe dans le processus au début. Et même ces trucs-là, en fait, ne sont pas effectifs. Au final, ne donnent pas les résultats que ça devrait donner. Pour eux, c'est 700 000 antisémites qui ont signé la pétition, probablement. Enfin bref, c'est... Encore une fois, tout ça est prévisible. Moi, j'ai toujours dit, c'est bien de faire tout ce qu'on peut faire dans le cadre de la Ve République, d'utiliser ces instances, de voilà. Mais en fait, ce qui compte au bout du compte, c'est qui a gagné l'élection, quelles sont les personnes dans les postes de pouvoir, dans cette structure étatique, dans cette structure gouvernementale, dans les institutions, en fait. Et là, on a laissé Macron gagner la présidentielle. On a collectivement voté pour Macron. On a choisi, nous, citoyens, de dire, voilà, entre toutes les options, on veut que Macron soit celui au pouvoir. On a aussi choisi que les députés, il y ait suffisamment de députés dans chacune des circos pour qu'au final, ça soit eux dans les postes de pouvoir et ça soit eux qui soient dans cette commission et qui puissent être majoritaires et qui puissent refuser la voix de la population. Enfin bref. Donc c'est ça le levier principal. Si tu veux changer les choses dans les institutions, il faut changer les gens qui sont dedans, en fait, parce que tout est verrouillé. À partir du moment où tu as perdu l'élection présidentielle, tu as perdu l'élection législative, etc., c'est finito. Les gens me disent souvent que je focalise trop sur les élections. Toujours pareil, on nous enlève tous les moyens d'action légitimes, vote bafoué, manifestation ignorée, pétition classée, et à la fin, il ne reste que les modes illégitimes, la violence, et la violence, ça fonctionne pas. Donc en fait, il n'y a rien qui marche, sauf aller voter dans la d'élections présidentielles et législatives pour des gens qui défendent nos intérêts. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a encore plein de gens qui n'ont pas capté ça, mais normalement, ça devrait passer pour la gauche avec tout ce qu'il faut là. Je sais pas. En fait, c'est à nous de convaincre les gens. Apparemment, il y a encore une majorité de gens qui sont pas convaincus qu'il faut mettre la gauche au pouvoir en 2027. Donc, il faudra peut-être
Peut-être commencer à parler aux gens, quoi. Mulch, on a gagné les dernières élections législatives, oui, mais pas suffisamment. Si on avait voté pour qu'il y ait une majorité absolue LFI, par exemple, aux élections législatives, on n'aurait pas de problème actuellement sur ce plan-là. Or, c'est pas ce qu'on a choisi. Gabriel Catala réagit. Nous venons d'assister en commission des lois à un examen lamentable de classement de la pétition contre la loi Yadan qui avait été signée par plus de 700 000 personnes, soit la deuxième pétition la plus signée de l'histoire après la loi Duplon. Et 30 députés macronistes, groupe Modem, Horizon, EPR et députés du Rassemblement national se sont prononcés pour le classement. Nous étions seulement 21 à vouloir l'examen de cette pétition et notamment l'examen avant l'examen en séance de la loi Yadan. Une fois encore, les macronistes se sont assis sur une initiative citoyenne. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il n'y avait que 51 députés présents au moment de ce vote? Alors, si j'ai bien compris, c'est la commission des lois qui a pris cette décision. Et si je regarde, apparemment, selon Wikipédia, il y a 73 membres dans la commission. Donc, il y avait 51 sur 73. Et sur une procédure démocratique de base. On s'en doutait puisqu'ils n'ont même pas respecté les élections législatives. Ils piétinent le Parlement à la moindre occasion. Encore la semaine dernière, ils avaient voté. Du coup, on s'est marché dessus, à moins de super gagner les élections, peut-être éventuellement, là, on sera respecté. En gros, si la gauche de rupture gagnait la présidentielle et gagnait une majorité absolue aux législatives, la seule façon de faire en sorte qu'il n'y ait pas des mesures politiques appliquées qui sont voulues par la gauche de rupture et qui sont dans l'intérêt général, ça serait de littéralement faire un coup d'État et ne plus respecter la République française, ce qui va être très très difficile pour les partis au service de la bourgeoisie, pour la classe capitaliste française et mondiale. C'est très très difficile d'aller à l'encontre de ça. D'ailleurs, vous avez vu dans l'histoire de la France, quand Mitterrand il a gagné avec un programme de gauche de rupture très ambitieux, des nationalisations massives, énormément de mesures qui sont assez similaires par exemple au programme de la France insoumise actuellement dans le contexte de l'époque. En fait, il a pu en effet appliquer son programme parce que c'est les institutions. En fait, surprise, surprise, l'État est l'institution la plus puissante sur le territoire de la France. Grosse révélation. C'est fou ça. C'est une motion de rejet sur leur propre texte pour que le texte sur le 1er mai soit directement envoyé en CMP. Mais je pense que c'est un crachat à la figure des 700 000 personnes qui ont signé cette pétition qui méritait d'être examinée dans l'hémicycle avant la loi Yadan. Et nous ferons tout pour que la loi Yadan ne soit jamais examinée d'ici vendredi. Nous, ce que nous portons à la France insoumise, c'est que la démocratie ne se résume pas à sa dimension parlementaire. Elle est dans les mobilisations. C'est d'ailleurs comme ça que les droits démocratiques ont été acquis et conquis par la mobilisation dans la rue. Et elle est aussi par l'intervention permanente des citoyens et des citoyennes. Et typiquement, ce débat sur la base de la pétition était complémentaire et pas du tout opposé au fait qu'il y ait ensuite le débat parlementaire, parce que, comme l'a fait remarquer très intelligemment M. Bernalicis lors de la discussion en commission, en vérité, ce ne sont pas des débats qui auraient lieu sur les mêmes bases. La loi Yadan... Je rappelle, la loi Yadan, en gros, elle élargit le délit d'apologie du terrorisme avec des conditions assez floues pour dire que tu es en train de faire de l'apologie du terrorisme, genre tu peux le sous-entendre ou je sais plus quoi. Et aussi, il y a le fait de faire de la négation d'un État ou d'appeler à la destruction d'un État ou la négation d'un État, entre guillemets, qui conduit, je crois, à une amende de 75 000 € et 5 ans de prison, je crois, comme conséquence. En gros, c'est extrêmement inquiétant pour la liberté d'expression en France, ce texte. Je regarde parce qu'il y a des gens qui ont expliqué qu'en fait, le texte avait changé depuis sa version initiale et donc, en fait, la loi, elle redevenait bien maintenant. C'est quoi les dernières infos? Loi Yadan, une proposition très discutée, avec sa proposition de loi pour lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Ouais, en gros... Et là, les problèmes que j'ai décrits là, sur les modifications de la loi exacte, c'est les modifications de la loi elle-même qui rentreront en effet si cette loi Yadan, elle est adoptée. C'est pas les premiers paragraphes de la loi qui sont genre les explications sur qu'est-ce qui motive la loi. Moi, alors oui, les explications pour motiver la loi, elles sont désastreuses, elles font un amalgame entre... la critique d'Israël et l'antisémitisme, enfin, il y a rien qui va. L'intitulé de la loi, pareil, il n'y a rien qui va. Lutter contre les nouvelles formes de l'antisémitisme,
n'y a pas le terme antisémitisme explicité dans la loi elle-même. Par contre, il y a le fait de dénoncer, de appeler à la destruction d'un État ou de nier l'existence d'un État. Donc, quel est le rapport avec l'antisémitisme ? Enfin, en fait, le titre de la loi et le paragraphe introductif de la loi ne correspondent pas en fait au texte de loi lui-même, et on comprend très bien c'est quoi la motivation. Évidemment, c'est pour pénaliser la critique d'Israël, mais enfin bref. Le texte a changé, mais pas l'introduction ni la présentation des objectifs, en fait. Ouais. Malaise des élus macronistes. Caroline Yadan, députée apparentée Ensemble, défendra à l'Assemblée sa proposition de loi. L'élu de la 8e circo des Français établis hors de France, notamment basé en Israël, entend répondre à l'explosion des actes antisémites en France et à ses formes renouvelées depuis l'attaque du 7 octobre. Le texte qui élargit le délit d'apologie du terrorisme et crée un délit d'appel à la destruction d'un État a été élaboré à partir de la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Je comprends même pas ça. J'ai pas vu de définition de l'antisémitisme ou de redéfinition du concept d'antisémitisme dans les modifications proposées par la loi Yadan. J'ai quand même lu le truc, je sais pas. Pétition citoyenne, ok. Élevée dans une famille juive d'origine polonaise, Caroline Yadan, en fait on s'en fout un peu de sa vie personnelle. Le 12 février, la députée LFI du Val d'Oise, Gabrielle Catala, a saisi la justice en déposant un signalement auprès du parquet de Paris pour diffusion de fausses nouvelles concernant les accusations portées par Caroline Yadan. Celle-ci prétendait que Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour le territoire palestinien, avait désigné Israël comme un ennemi commun de l'humanité. Propos que la fonctionnaire onusienne conteste avoir tenu. Ah oui, c'était la fake news sur elle, là, ouais. Avec une cinquantaine de députés du parti présidentiel, Caroline Yadan en avait cependant pris prétexte pour demander à Jean-Noël Barrot d'exiger la démission de la fonctionnaire onusienne dont le mandat de 3 ans était renouvelé en avril 2025. Putain, les sionistes sont tellement en colère contre Francesca Albanese, c'est un truc de fou quand même, ce qu'elle se prend, Francesca Albanese. J'ai vu d'ailleurs, il y a un article Guardian où elle explique ce qu'elle subit dans sa vie, on va le regarder juste après parce que c'est un délire total. Genre, le gouvernement américain a saisi une de ses propriétés, une propriété immobilière. En gros, sa maison a été saisie, je crois, à Washington, par l'État américain, par la classe Epstein directement. Et apparemment, elle ne peut plus ouvrir de compte en banque nulle part. Elle ne peut pas utiliser de carte bancaire nulle part dans le monde parce que tous les systèmes de paiement mondiaux pour les cartes bancaires dépendent de services américains. Et elle est complètement bannie de ça en tant qu'individu. Donc, elle doit faire tous ses achats, toutes ses transactions en liquide, apparemment. Alors que c'est une rapporteuse spéciale des Nations Unies. C'est de la folie. Début avril, le parquet de Paris étudiait toujours le signalement pour décider ou non d'ouvrir une enquête contre Caroline Yadan. Et comme l'indique son exposé des motifs très orienté, et c'est toute sa problématique pour défendre l'État d'Israël et pour faire en sorte de criminaliser toutes les oppositions aux crimes qui sont commis en ce moment à Gaza, en Cisjordanie, alors que la pétition et les personnes qui ont produit cette pétition et qui l'ont signée le font sur d'autres bases, sur les bases de la défense du droit international. Et donc, ce ne sont pas exactement les mêmes débats et il était nécessaire de pouvoir avoir une discussion qui repose sur des fondements qui devraient faire accord, puisque la France est signataire de tous les textes de droit international et est censée être une puissance au sein du Conseil de sécurité de l'ONU qui est garante aussi de tout cela. Et c'est sur ces bases qu'aurait dû avoir ce débat. Et nous disons aux plus de 700 000 personnes qui ont signé cette pétition qu'il faut continuer à se mobiliser parce que d'ores et déjà, en fait, ça a fait bouger des lignes, des groupes comme le Parti socialiste qui s'était abstenu en commission permettant l'adoption de ce texte ont indiqué qu'ils voteraient contre. Il faut faire en sorte qu'ils soient effectivement bien présents lors des débats dès qu'ils commenceront, on espère le plus tard possible, mais il faut être présent dès demain et vendredi. Et donc l'interpellation citoyenne, la pression citoyenne doit continuer à se faire sentir. Les groupes macronistes ont aussi indiqué qu'ils n'étaient plus convaincus de l'opportunité de ce texte parce qu'il y a eu cette pression citoyenne. Le groupe Modem indique qu'ils sont favorables à son retrait. Il faut faire en sorte que non seulement ils n'appuient pas le texte, mais aussi ils votent. Ok, Modem, mais je crois que c'est pas suffisant. Hein. Contre. Et donc, on a encore besoin de cette mobilisation par les interpellations. Nous avons un outil pour cela sur le site de la France Insoumise qui permet d'interpeller les députés parce qu'ils doivent vous rendre des comptes. Ce qui est fait au nom du peuple français et de la République française. Et c'est un dévoiement absolu qui est
utilisé par Madame Yadan, instrumentalisant une lutte essentielle, la lutte contre le racisme antisémite. Et donc, il ne faut pas faire passer cette loi. La mobilisation doit continuer jusqu'au bout. Un peu scandaleux ce qui vient de se passer en commission, c'est que le pétitionnaire peut être reçu et entendu et prendre la parole quand on examine la pétition, en fait. C'est ça aussi la différence de nature. C'est-à-dire qu'il y aurait pu avoir un citoyen non député qui vienne s'exprimer au nom de sa pétition et de son texte devant les parlementaires pour leur demander de se positionner. Voilà, c'est aussi ça qu'ils ne veulent pas, en réalité. Et à la fin, je pourrais même retourner l'argument. On nous dit, oui, ce ne sont pas 1h30 de débat supplémentaires sur la base de la pétition qui vont changer la suite des événements. Bah, du coup, allons-y. Si ça change rien, pourquoi se passer d'1h30 ? Pourquoi cracher au visage de 700 000 personnes comme ça ? On était à 1h30 près. C'est ça le sujet, en fait, dans la démocratie de la société. Parce qu'ils en ont absolument rien à foutre de la démocratie, de la volonté du peuple, des possibilités d'intervention comme les pétitions. Jamais ils font des référendums alors qu'ils ont la possibilité. Jamais il y a autre chose que les processus les plus verrouillés de base, c'est-à-dire l'élection présidentielle, les élections législatives, les élections de représentants. Ils veulent absolument pas que le peuple ait du pouvoir d'intervention de cette façon-là. Genre, c'est tellement évident, en fait. 5e République sous la Macronie. Voilà, tout ça n'est pas conséquent et notre opposition reste ferme, totale et entière à ce texte. J'ajoute d'ailleurs que Madame Yadan était présente pour voter pour le classement de la pétition, alors qu'il me semble qu'elle aurait pu avoir le respect de ne pas se prononcer sur une pétition qui concerne son propre texte, mais donc elle est venue pour voter pour le classement et éviter que nous débattions de cette pétition. Et je dis, comme ma collègue Danielle Obono, que les personnes qui ont signé cette pétition ne doivent pas penser que cela a été inutile, puisque plusieurs députés ont annoncé changer de vote. Dans le groupe macroniste, il semble qu'il n'y ait plus grand monde pour défendre Madame Yadan, à part la frange la plus radicalisée du groupe et Madame Yadan elle-même. Et donc, il faut continuer maintenant à interpeller les députés par mail, puisque ça aussi, ça a une influence. Et nous invitons toutes celles et ceux qui sont contre cette loi à venir demain à 12h devant l'Assemblée nationale pour manifester contre le texte Yadan. Ok, go manif, hein, évidemment, go manif. Sinon, il y a aussi ce thread que j'ai vu passer de Caroline Yadan elle-même, qui en gros est en train de nous raconter « Non, en fait, c'est vous qui n'avez rien compris. Vous avez absolument rien compris. La loi, elle est super basée, en fait. Halte à la désinformation sur ma proposition de loi. Depuis des semaines circule une propagande mensongère sur le contenu de la loi que j'ai l'honneur de porter. Elle entretient une confusion préjudiciable autour d'un texte dont l'objectif est pourtant clair, mieux prendre en compte certaines expressions contemporaines de l'antisémitisme. » En fait, elle pourrait juste nous expliquer lesquelles. Pourquoi est-ce que tout le long, on n'a pas une explication claire de si c'était vraiment ça le but? On sait très bien que c'est pas ça le but, mais si jamais c'était ça le but, pourquoi ne pas juste nous expliquer de quoi on est en train de parler concrètement? Les nouvelles formulations de l'antisémitisme, c'est quoi? Si c'est pas seulement critiquer l'État d'Israël parce qu'il est en train de commettre un génocide en 4K sous nos yeux depuis 3 ans, parce qu'il est en train de massacrer les civils par milliers au Liban, en train d'envahir et d'annexer, en plus de la Palestine, en plus de la Cisjordanie, en plus de divers autres territoires, maintenant le sud Liban. Elle s'imagine qu'on ne sait pas lire. Non, moi je veux juste comprendre. Mieux prendre en compte certaines expressions, sans jamais remettre en cause les libertés fondamentales au premier rang desquelles la liberté d'expression. Rétablissons les faits. La quasi-intégralité des commentaires se fonde sur une version du texte qui n'est plus d'actualité. Nous, on est allé voir en direct sur le site de l'Assemblée le texte de loi, donc il était à jour. Hein. On n'a pas parlé de la version initiale, je ne sais pas du tout de quoi elle parle, on ne sait pas du tout de qui elle parle. Une première version circule encore, nanana. Or, ce n'est plus le texte qui sera examiné, la version soumise au vote est celle issue de la commission des lois. Non, ce texte n'est ni liberticide, ni destiné à interdire la critique d'Israël. On va juste reprendre le texte de loi. Hein. Le site dit qu'il vient d'être mis à jour il y a 4 minutes apparemment. Ou peut-être c'est un autre élément sur cette page qui vient d'être mis à jour. Exposé des motifs. La comparaison de l'État d'Israël au régime nazi est devenue monnaie courante. Ah, tiens. L'exposé des motifs, vraiment, il dit tout. Hein. Il dit tout de son intention. On ne compte plus aujourd'hui le nombre croissant de propos appelant la destruction d'Israël. En fait, encore une fois, genre, oui, il y a des gens qui appellent à la destruction d'Israël, mais la majorité des gens qui font une vraie critique politique basée sur des arguments progressistes contre Israël, c'est la remise en question de la structure de l'État d'Israël actuel,
du fonctionnement par apartheid, du fait que c'est un État qui commet un génocide, du fait que c'est un État colonisateur, colonial, qui s'est déjà accaparé une énorme partie des territoires au-delà des frontières qui ont été décidées historiquement comme étant les frontières d'Israël, donc littéralement en violation totale du droit international, mais depuis des décennies, d'accord ? Donc c'est des critiques anticoloniales totalement justifiées, et des critiques évidemment sur les dérives encore plus fascistes et génocidaires récentes sous Netanyahou et le Likoud, etc. Mais voilà, la grosse question c'est, on a l'impression dans ce projet de loi que remettre en cause l'État d'Israël dans sa forme actuelle, dans son fonctionnement actuel. Je rappelle que si tu es pour, par exemple, une solution à un État unique, binational, multiculturel, sans apartheid, égalitaire, etc., dans le territoire qui est historiquement la Palestine, on le rappelle, c'est censé être la Palestine, Israël a été créé par les Occidentaux il n'y a pas si longtemps que ça, ok ? Si tu es pour un État unique rassemblé entre Israël, la Palestine, donc ce qui est actuellement prétendument être Israël, plus la bande de Gaza, plus la Cisjordanie réunis en un, ce qui est une position politiquement complètement défendable. Tu es donc en train de défendre un État différent de l'État actuel. Donc est-ce que tu es en train d'appeler à la destruction de l'État actuel ? Du coup, l'ancien système ne sera plus en place. Donc est-ce qu'il sera détruit ? C'est là où est toute l'ambiguïté, qu'ils n'arrêtent pas de nier qu'il y a une ambiguïté, alors que énormément de personnes tiennent cette position de long terme, de dire c'est ça la solution pour qu'il y ait la paix dans la région, notamment Rima Hassan et d'autres personnes qui étudient le sujet depuis des années. Pire encore, la comparaison de l'État d'Israël au régime nazi est devenue monnaie courante. En fait, moi je ne comprends jamais les gens qui refusent qu'on fasse des comparaisons. Le concept de comparer deux choses, comparer deux États, comparer deux voitures, comparer deux situations, le concept d'une comparaison, c'est de lister les points communs et les différences entre deux choses. Ça s'appelle une comparaison. Comparer Israël au régime nazi ne pose aucun problème. Dresser une liste de similitudes entre ce que font ces deux États et une liste de différences, quel est le problème en fait ? C'est ça une comparaison. Quel est le problème ? En plus de ça, il y a quand même un immense point commun entre les deux, c'est que les deux États commettent un génocide. Et que comme apparemment une grosse partie de la population, c'est moins le cas aujourd'hui en 2026, mais en tout cas en 2023, une grosse partie de la population n'arrivait pas à mettre le terme génocide sur le massacre de centaines de milliers de civils, hommes, femmes et enfants innocents, pulvérisés, anéantis, détruits, démembrés, déchiquetés, complètement rasés et exterminés à Gaza. Les gens n'arrivaient pas à mettre le terme génocide dessus. Du coup, politiquement, c'était utile de faire une comparaison avec le nazisme parce que peut-être que ça peut refaire fonctionner le cerveau des gens, de dire attendez, mais vous auriez fait quoi si vous étiez au milieu, si vous étiez en vie pendant le génocide des Juifs par le régime nazi ? Est-ce que vous seriez en train d'avoir des débats, de rentrer dans les détails, de savoir qu'est-ce que constitue la définition d'un génocide et nitpick chaque micro-détail pour essayer de nier qu'Israël est en train de commettre un génocide? Est-ce que vous auriez fait ça à l'époque? Pareil avec le régime nazi, au fur et à mesure que des preuves étaient divulguées dans la presse, etc., etc. Non, après, c'est vrai qu'il y a des différences avec le régime nazi. C'est que le régime nazi, il n'y avait pas en temps réel, dans le monde entier, sur les fils d'actualité de chaque humain sur la planète qui a accès à Internet, des images en 4K d'enfants déchiquetés, de femmes éventrées, de bombardements, de massacres de masse, de soldats israéliens en train de tirer dans les foules, dans des points de collecte alimentaire, de quartiers entiers en train d'être rasés par des bombes, etc. Non, c'est vrai, pendant les années 30, les années 40, etc., il n'y avait pas des images sur les smartphones de chaque humain sur Terre de ce qui est en train de se passer en temps réel. Ça, c'est vrai. Il y a des différences. Donc, encore une fois, les sionistes, ils peuvent pleurnicher sur arrêter de comparer aux nazis, etc. Peut-être qu'il faudrait qu'Israël arrête de commettre un génocide et peut-être nous, on arrêtera de les comparer aux nazis. Peut-être c'est ça le souci, en fait. À cet égard, le terme nazification employé pour qualifier l'État d'Israël lève tous les interdits et légitime les agressions contre les Juifs. Mais regardez la dinguerie de ce paragraphe. Donc, critiquer le fait qu'Israël fait un génocide légitime les agressions contre les Juifs. Leur cerveau est complètement cassé. Comment c'est possible d'écrire une phrase comme ça ? Cette phrase est antisémite. Cette phrase fait un amalgame entre les actions du régime israélien
et les personnes de confession juive partout dans le monde. Cette phrase est littéralement de l'antisémitisme. Cet exposé des motifs de cette loi est antisémite. C'est de la folie. Ça revient à assimiler l'ensemble des juifs à un gouvernement étranger, c'est du Maurras ou du Drummond, littéralement. Comme l'écrivait Vladimir Jankelevitch, et si les juifs étaient eux-mêmes des nazis, ce serait merveilleux. Il ne serait plus nécessaire de les plaindre, ils auraient mérité leur sort. Name drop d'un écrivain, argument d'autorité de merde. Cette haine de l'État d'Israël est aujourd'hui consubstantielle à la haine des juifs. L'appel à la destruction de cet État parce qu'il ferme... Donc voilà. Et là, il y a littéralement, cet État forme un collectif de citoyens juifs. Bah non. Ça, c'est ce que tu voudrais. Tu voudrais que ce soit un État ethnique. Mais en fait, non. En Israël, habitent des citoyens qui ne sont pas de confession juive. Il y a des personnes qui habitent dans les frontières de l'État israélien actuellement, qui sont musulmans, qui sont athées, qui sont chrétiens, en fait, ou agnostiques. Mais non. Pour les personnes qui souscrivent à l'idéologie politique du sionisme, la défense d'un État ethnico-religieux juif nommé Israël, avec un régime d'apartheid, des droits différents pour les personnes si elles sont de religion juive ou non, sont les seuls qui parlent comme ça en fait. Les fanatiques pro-Israël font partie des premiers responsables de la montée de l'antisémitisme. Non mais littéralement, c'est un des facteurs principaux des 3 dernières années. Genre si tu voulais générer le maximum d'antisémitisme possible dans la population, constamment amalgamer la critique d'un État en train de commettre un génocide et dire « Ah, du coup, vous faites de l'antisémitisme, là, vous attaquez tous les juifs parce que en fait, tous les juifs sont du côté de Netanyahou, etc. etc. » C'est littéralement ce qui génère le plus d'antisémitisme. Enfin, si j'avais une stratégie, c'est mon but, c'était de générer le maximum d'antisémitisme, je vois pas comment je m'y prendrais différemment de ça. Genre, c'est de la folie de défendre ça. Encore une fois, une très très grosse partie des personnes de confession juive dans le monde sont totalement opposées au génocide d'Israël. Il y a des collectifs entiers qui s'y opposent, des collectifs de personnes juives, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, même en Israël, partout dans le monde en fait. Enfin, j'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on répète la même chose tous les jours, donc bon, peut-être que les gens ont compris, hein, je sais pas. Donc déjà, le début de son trade a l'air complètement malhonnête. Ce texte n'interdit ni la critique d'Israël, ni son gouvernement. Le début du texte amalgame littéralement la critique d'Israël et l'antisémitisme. Donc si, en fait. En tout cas, ça a l'air d'être l'objectif du texte, vu que c'est l'exposé des motifs. Aucune disposition ne sanctionne une opinion en tant que telle, ni une analyse, ni une prise de position idéologique. Bah, comment ça, par exemple, défendre un État unique, égalitaire, démocratique, etc., remet en question le fonctionnement étatique actuel d'Israël, donc tomberait potentiellement sous le coup de la loi. Le fait de provoquer directement ou indirectement à la destruction ou à la négation d'un État, ou de faire publiquement l'apologie de sa destruction ou de sa négation, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Les gens, c'est toujours là, dans l'article 2, il y a toujours le concept de négation d'un État. Ou alors, je suis pas sur la bonne page, je sais pas, je suis sur la page proposition de loi numéro 575, déposée le mardi 19 novembre 2024. Et c'est quoi la version à jour ? C'est vraiment, tu dis, de la mer au Jourdain, la Palestine sera libre et tu vas 5 ans en prison. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie de cette loi. Et Yadan essaye de nous expliquer qu'il n'y a aucune atteinte à la liberté d'expression. Fausse information, l'article 2 interdit la critique de l'État d'Israël. Totalement inexact. L'article 2 ne concerne ni la critique d'un gouvernement, ni l'analyse d'une politique publique, ni la qualification juridique d'action étatique au regard du droit international. Ces expressions relèvent pleinement du débat démocratique et restent protégées. Ce qu'il réprime est d'une autre nature, l'appel public à la destruction d'un État. Mais il y a littéralement la négation d'un État. Pourquoi elle n'en parle pas de ça ? L'article 2 a été entièrement travaillé avec le Conseil d'État précisément pour garantir cet équilibre. Cela a conduit à son insertion dans la loi du 29 juillet 81 sur la liberté de la presse, la suppression de toute référence à la négation pour ne retenir que l'appel à la destruction. Je comprends pas, c'est vrai ou c'est faux ça ? J'essaie de comprendre... Attends. Loi Yadan, version commission des lois, je comprends même pas de quoi elle parle, elle n'a même pas un lien vers le truc dont elle parle, on comprend rien. Quand on va sur le site, c'est la version qu'on voit nous. Désolé, mais je fais absolument pas confiance à Caroline Yadan sur quoi que ce soit qu'elle raconte. Hein. Et c'était là, considérable pour un juge. Je n'avais jamais vu ça, la notion de provocation implicite au terrorisme. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Moi, je suis juge, il va falloir que je cherche.
faire censeur de la pensée des autres, essayer de savoir ce qu'a voulu dire une personne de façon implicite, s'il a vraiment voulu provoquer à une action terroriste ou pas. Vous imaginez le travail? Ça devient surréaliste. Non seulement on est dans le délit d'opinion, mais il va falloir en plus essayer de trouver un délit implicite d'opinion. Donc ça devient complètement ubuesque. Et déjà le terrorisme... Donc ça, c'est un autre article. Hein. C'est lequel déjà, celui-là? Implicite? Attendez. Le terrorisme est la notion la plus floue du droit pénal français, il faut bien le comprendre. On a une définition floue et large. En France, une simple atteinte au bien peut être qualifiée de terroriste. Donc vous mettez cette notion floue de terrorisme et vous mettez à côté la notion de provocation implicite. Vous mettez deux notions très très floues, imprécises, et vous demandez à un juge de juger ce genre de choses. Attendez, c'est quel article où il y a il y a dans la provocation implicite au terrorisme, ça va être de l'arbitraire. Attendez, parce que quand je contrôle F implicite dans le projet de loi, j'ai pas de résultat. Donc là, je sais pas si c'est le mot implicite exactement ou si c'est juste une autre formulation. C'est pas l'article 1. Article 1er, le code pénal est ainsi modifié. Au premier alinéa, après le mot directement, sont insérés les mots ou indirectement. Et puni des mêmes peines le fait de tenir publiquement des propos présentant des actes de terrorisme comme une légitime résistance. Et genre, le concept qu'on a mis le mot terrorisme dans des lois, ça n'a aucun sens. Le terrorisme est la notion la moins définie possible. Nous, en France, par exemple, d'accord ? Nous, en France, pendant l'occupation des nazis, en fait, il y avait des gens qui commettaient des actes que le régime nazi appelait des actes terroristes. Parce qu'on faisait de la résistance contre un État fasciste qui était en train de nous occuper, de génocider. Le concept de terrorisme n'a aucune définition universelle, limpide. Genre, si l'armée coloniale israélienne arrive dans ton village au Liban, tue toute ta famille devant toi, un groupe de soldats armés, d'accord, rentre chez toi, tue toute ta famille devant toi, il reste que toi en vie, t'as techniquement accès à une arme qui est dans un coffre dans ton sous-sol ou je sais pas quoi, tu vas au sous-sol, tu prends ton arme pour te défendre contre littéralement l'armée en violation totale du droit international, etc., vient de commettre des meurtres de masse devant toi. Tu veux te défendre avec une arme, est-ce que ça c'est de la légitime résistance ? Bah, en tout cas, selon Israël, c'est du terrorisme, ce que ce mec est en train de faire. Si jamais il ouvre le feu pour se défendre sur ses soldats, Israël va dire que c'est du terrorisme, et les médias mainstream vont probablement dire que ce mec-là était un terroriste. Et si nous, en France, en ayant connaissance d'une situation spécifique comme ça, où on défend le fait de résister de façon armée à des gens qui veulent t'envahir et t'occuper, et te massacrer, si jamais quelqu'un défend ça en France, est-ce que c'est légitime que cette personne aille en prison pendant 5 ans et 75 000 € d'amende ? C'est de la folie. En plus, le droit à la résistance armée est de base un concept reconnu dans le droit international. Regardez les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils font ? La Russie envahit l'Ukraine, ils font de la résistance. Et est-ce qu'ils font de la résistance à base de pâquerettes, de fleurs, de bouquets qu'ils mettent au pied des soldats russes comme Marine Tondelier ? Bah non, en fait. T'as besoin d'avoir des drones, t'as besoin d'avoir des chars, t'as besoin d'avoir des armes à feu. Ce qui est incroyable, c'est on a totalement normalisé la résistance ukrainienne, et c'est très bien d'ailleurs, hein, moi je suis pour la résistance ukrainienne, la résistance armée ukrainienne contre l'envahisseur et l'occupant russe. Et par contre, pour les Palestiniens, pour les Libanais, pour d'autres personnes qui se font attaquer, qui se font agresser et attaquer par Israël, mais depuis méga longtemps, mais encore plus récemment, là tout d'un coup, il y a un énorme problème. Je rappelle que Poutine qualifie les résistants ukrainiens qui se battent avec des armes, il les qualifie de terroristes aussi, hein. Donc est-ce que quand la France envoie littéralement du matériel militaire à la résistance ukrainienne, est-ce que la France est en train d'inciter au terrorisme, d'aider en fait des groupes terroristes à agir ? Bah en fait, du point de vue de la Russie, oui. C'est comme si depuis le début, il y avait un cadre de référence auquel on aurait pu juste tous se référer depuis le début, c'est-à-dire le droit international. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir des débats incessants sur des termes flous comme terrorisme, on n'a pas besoin d'avoir du... C'est fou, c'est comme si la France insoumise, dès le premier jour, ils avaient dit, en fait, ce que le Hamas a fait le 7 octobre, faut qualifier ça de crime de guerre, de crime de masse, de crime contre l'humanité, d'utiliser les termes et le langage du droit international pour être clair sur ce qu'on est en train de dire, de la même façon qu'on utilise le terme génocide pour ce que fait Israël sur la bande de Gaza, parce que ça correspond aux définitions internationales de génocide. Comme ça a été démontré par la CPI, comme ça a été démontré par la rapporteuse spéciale de l'ONU, Francesca Albanese. Le Hamas ne respecte pas le droit international et Israël non plus. Bah non, j'ai pas dit le contraire en fait. Quel est le rapport ? Quel est le rapport avec la loi Yadan ? Les gens, vous savez que l'apologie du terrorisme en France, même pas l'apologie du terrorisme, parce que ça, on n'aurait pas dû mettre ce terme.
L'apologie de crimes de guerre en France est déjà illégale depuis extrêmement longtemps. Si vous faites l'apologie du 7 octobre en France, c'est déjà illégal. Il n'y a pas besoin de changer la loi pour ça. Au premier alinéa de l'article nanana, les mots provoquent à la violence, à la haine, à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme, font l'apologie de tels actes, sont remplacés par 7 alinéas ainsi rédigés. Provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme, font l'apologie de tels actes, les présentent comme une légitime résistance à un État, incitent publiquement à porter sur ces actes ou sur leurs auteurs un jugement favorable, minorent, relativisent ou banalisent de tels actes. En gros, ça élargit les définitions de ce qui rentre dans le cadre de cette loi, d'accord ? Non, mais on parle de résistance, je ne suis pas sûr qu'on puisse considérer des extrémistes comme le Hamas comme des résistants. Je sais pas pourquoi tu nous parles du Hamas, en fait. On n'a jamais parlé du Hamas dans ce stream, c'est pas le sujet. Quand est-ce que j'ai défendu ce que le Hamas a fait le 7 octobre ? Pourquoi on est encore en 2026 en train d'avoir ce débat ? Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le sujet. Défendre ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre est déjà illégal en France. Quel est le rapport avec cette nouvelle loi ? C'est une nouvelle loi qu'ils veulent introduire, en fait. On n'est pas en train d'avoir le débat sur est-ce que le Hamas est un groupe de résistance, oui ou non, là, actuellement, en avril 2026, en réagissant à la loi Yadan. Ça n'a aucun rapport. Je vais devenir fou. Comment c'est possible de ne pas comprendre ça en 2026 ? On se moque de la propagande du régime israélien qui essaie de nous faire croire que tout a commencé le 7 octobre, qu'il ne s'est rien passé avant, etc. Mais en fait, ils nous font croire qu'il ne s'est aussi rien passé après. C'est incroyable. Dans la tête de certains, il y a une situation de colonisation qui dure depuis 50 ans avec la Nakba, la déportation forcée initiale, l'occupation illégale initiale des Israéliens et toutes les décennies de tensions, d'accroissement des frontières, de colonisation encore un peu plus chaque année. Il y a le désastre de l'attaque du 7 octobre et après il y a le génocide derrière encore 1000 fois plus grand. Il y a quelques milliers de civils qui se sont fait massacrer le 7 octobre, c'était horrible. Il y a plus de 100 000 personnes qui se sont fait massacrer par Israël en fait. Il y a un 7 octobre tous les jours actuellement depuis 3 ans. Mais non, il faut parler que de l'événement 7 octobre. Tout ce qui s'est passé avant, on n'en parle pas. Tout ce qui s'est passé après, on n'en parle pas. Nanana, il n'existe rien d'autre. Vous êtes insupportable. Le 7 octobre, c'est aussi la gauche israélienne que Netanyahou a laissé être assassiné sans intervenir. Oui, et c'est aussi le Hamas qui fait cette attaque est littéralement soutenu par le régime de Netanyahou. Netanyahou, historiquement, parce que ça fait un moment qu'il était là avant le 7 octobre, historiquement, il a tout fait pour que les représentants de la cause palestinienne à Gaza, ça soit le Hamas et pas d'autres groupes moins ouverts à la lutte armée, moins violents, etc., etc. Il voulait que ça soit le Hamas parce que le Hamas allait faire une attaque complètement folle comme le 7 octobre et ça allait servir de justificatif pour finalement éradiquer tous les Palestiniens, ce qui est l'objectif de Netanyahou et de ses amis depuis le début. Et il y a des preuves que financièrement, tout a été fait pour soutenir le Hamas dans la bande de Gaza plutôt que d'autres groupes. C'est des révélations qui sont sorties il y a 3 ans déjà. Enfin, je sais pas, on en a parlé 800 fois en stream déjà. Je sais pas pourquoi, en fait, à chaque stream, je dois refaire toutes les explications. C'est insupportable. Alors que le sujet, c'est la loi Yadan. Article 2. Cet article crée un nouveau délit. Bon, bref, on va pas lire tout son thread. Hein. Qu'est-ce qu'elle conclut, Yadan ? Le véritable enjeu n'est pas de savoir si on pourra encore critiquer Israël. Bien entendu que oui. Ouais, c'est ça. On y croit. Le véritable enjeu est de refuser que, sous couvert de critique politique, puissent se banaliser des discours d'intimidation, de haine, de menace ou d'exclusion. Comme par exemple les premiers paragraphes de la loi qui amalgament la critique d'Israël et l'antisémitisme. Je suis d'accord, il faut pas banaliser ce genre de discours extrémiste et antisémite. Ne pas adopter ce texte ne constituerait pas une victoire pour les libertés publiques. Ce serait prendre le risque d'un renoncement, celui de laisser prospérer des formes renouvelées d'antisémitisme dès lors qu'elles avancent masquées, drapées. Mais tu sais, c'est comme l'affiche d'Hanouna d'LFI. C'est de l'antisémitisme, mais c'est masqué, c'est drapé, c'est indémontrable comme tel, mais on le sait quand même, parce que Mélenchon est un antisémite, hein, évidemment. Raisonnement circulaire. Tu pars du truc que tu veux démontrer pour montrer que c'est vrai, en fait. Camper à Tel Aviv, c'est antisémite, hein, c'est une forme masquée d'antisémitisme. Epstein, prononcer Epstein, c'est une forme masquée d'antisémitisme. Bah ouais, bien sûr, on y croit. Hein. J'arrive toujours pas à croire qu'ils ont vraiment essayé de faire croire ils ont vraiment essayé de dire que dire Epstein, c'est antisémite. Ils sont allés tellement loin avec ça. Au fond, c'est de cela qu'il s'agit, nommer lucidement ce qu'il se dit, ce qui se diffuse, et ce que notre démocratie ne peut pas laisser prospérer. Du coup, c'est bizarre parce que moi, j'ai demandé à Madame Yadan, en dessous, est-ce qu'elle s'oppose à la destruction de la Palestine ?
Tant qu'on est sur le sujet de s'opposer à la destruction d'un État, peut-être qu'elle pourrait s'exprimer là-dessus. Bizarrement, elle n'a pas répondu. Est-ce que Caroline Yadan condamne le génocide israélien? Est-ce qu'elle condamne les massacres de centaines de milliers de civils au sud Liban? Est-ce qu'elle condamne la frappe menée par l'alliance israélo-américaine sur l'école de jeunes filles en Iran qui a massacré des centaines de jeunes filles innocentes? Est-ce qu'elle condamne les crimes de masse d'Israël depuis 3 ans? Est-ce qu'il y a un seul média qui va lui poser cette question en boucle comme ils ont fait à chaque fois qu'il y avait quelqu'un de gauche qui était sur un plateau pour dénoncer le génocide d'Israël en leur demandant est-ce que vous condamnez Hamas, est-ce que vous condamnez Hamas en boucle? Est-ce que ça va être le même traitement? Bref, donc voilà. Ils ont enterré la pétition contre la loi Yadan. Conclusion de tout ça, il y a des manifs qui s'organisent. Si vous pouvez rejoindre une manif, c'est une bonne chose. Il faut qu'on dénonce cette loi. Il ne faut absolument pas qu'elle passe. Au final, je pense que ça va se jouer à très très peu de votes pour qu'elle passe ou non. Donc il y a moyen qu'ils arrivent à la faire passer. Et s'ils la font passer, ils vont essayer de condamner à des peines de zinzin les gens qui essaient d'avoir une position anti-génocide sur le sujet et s'opposent à Israël. Mais bon, après, il y aura des résistances futures et s'ils arrivent à rentrer ça dans la loi et à s'en servir pour museler les voix pro-palestiniennes, les voix qui dénoncent Israël, les voix qui dénoncent le génocide, etc., ça sera une situation de tension encore pire dans le pays. Les gens vont encore plus des câbles. Je sais pas, il risque d'y avoir les premiers opposants du pays, c'est-à-dire la gauche de rupture, la France insoumise et tous ces gens-là. Il y aura des gens dans ces rangs-là qui seront peut-être mis en prison, qui seront peut-être arrêtés. Donc voilà, on va vers des ambiances sympathiques pour la prochaine élection. Ouais, peut-être des streamers, peut-être que moi, du coup, parce que je dénonce le génocide à Gaza, on va dire que je suis en train de nier le droit d'Israël à se défendre, ou je nie l'État d'Israël, ou je ne sais quoi. Et il y aura peut-être un tribunal pour me faire condamner pour ça. Enfin, on ne sait pas en fait. On ne sait pas vers où on se dirige si on laisse une loi qui est ultra menaçante pour la liberté d'expression en France passer. Donc continuez de signer les pétitions qui tournent, continuez de lutter, aller dans des manifs. Et si elle passe, elle passe. Et après, on se continuera de se battre ensuite.